Bonjour à tous, je suis Hortense Leluc et vous écoutez Décodeur, le podcast dans lequel j'échange avec des pros de la déco. Il y a plusieurs formats d'émissions qui tournent, Stylé, Archicool, Le Club ou les rencontres comme l'épisode qui va suivre dans lequel un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur ou un créatif va nous parler de sa manière de travailler, de ses produits, de son savoir-faire, sa vision, ses inspirations, bref, de l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est ça la force du podcast, on prend le temps, on va plus loin, on décortique, on apprend, on comprend. Il y a une forme d'intimité, de complicité et d'authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'être si nombreux à écouter. Si vous venez de découvrir le podcast, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si mon invité vous plaît, surtout n'hésitez pas à partager l'épisode en story ou à mettre 5 étoiles. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître encore plus. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Mamen, une marque de bougies parfumées, mais pas une énième marque, non, tendez l'oreille, c'est une marque avec un véritable engagement environnemental, que ce soit dans la fabrication, le choix de la cire, du parfum ou du contenant. Un contenant qui bouscule les codes de la bougie parfumée, colorée et pensée comme un objet de design. Je suis donc avec les deux fondatrices, Fanny Lescaret et Johanna Aguera, qui vont nous expliquer tout ça. Bonjour Johanna, bonjour Fanny. Bonjour Hortense. Synchro. Je me disais qu'on allait peut-être commencer vraiment par la base, je dirais, le produit et cette production éco-responsable qui est la vôtre. Comment sont fabriquées vos bougies ? Quels sont les ingrédients et les étapes ? Vaste question. Je commence ? Vas-y. Alors, pour faire très simple, une bougie, c'est un équilibre de 3 choses. C'est avant tout de la cire, du parfum, une mèche, et alors si je peux rajouter un 4e, c'est le contenant, qui va aussi beaucoup jouer sur la qualité de la bougie. Voilà, donc après, sur la fabrication en tant que telle, tu veux qu'on rentre dans le détail là ? Ouais, un petit peu les étapes, comment on fabrique une bougie, Okay. En fait. Alors, c'est hyper large, donc on va essayer d'être précis. Nous, on travaille ce qu'on appelle une bougie coulée, c'est-à-dire qu'on coule de la cire dans un contenant. À l'inverse, tu peux avoir des bougies moulées qui, elles, vont être par exemple nos cierges, où tu coules dans un moule. Donc, si on se focus sur les bougies coulées, le concept, c'est que tu as un contenant dans lequel tu vas couler de la cire. Donc, la cire, on va rentrer après dans le détail des différentes cires, mais la cire, c'est un élément liquide qui est chauffé à une certaine température en fonction de la cire que tu utilises, que tu vas couler dans ton contenant. Dans ton contenant, en amont, tu auras mis une emphase en métal qui va tenir ta mèche droite au milieu de ton contenant. Tu coules la cire dessus. Dans ta cire, si ta cire est parfumée, tu as en amont aussi mélangé ton parfum à ta cire. Tu coules tout ça dans ton contenant. Et après, avec la température de la fabrication, de refroidissement, ta cire va se durcir, se figer, et ça te crée ta bougie. D'accord. Et Voilà. il faut combien de temps pour créer tout ça, du coup, pour créer quand tu coules ta cire dans ton contenant et que ça se Alors, fige c'est assez rapide. En fait, ce qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle le point de fusion. Donc, c'est la température à laquelle tu vas faire monter ta cire pour la couler. Si tu la coules quand elle est trop froide, ça va faire des bulles. Si tu la coules quand elle est trop chaude, elle brûlera pas. Donc en fait, il y a vraiment ce qu'on appelle le point de fusion qui est très propre à chacune des cires différentes. Tu n'auras pas le même point de fusion sur une cire de soja, sur une cire de colza ou sur de la paraffine. Donc ce qui est hyper important, c'est de connaître le point de fusion de ta cire. Une fois que tu l'as atteint, donc c'est une température, ça peut aller de 90 degrés à 110 degrés, enfin voilà, ça dépend des cires que tu utilises. Et une fois que tu l'as coulé, en fait, le temps que ça prend, c'est de faire monter la température. Une fois que tu l'as coulé, après, le refroidissement, ça prend quelques heures, mais c'est assez rapide. Ok. Et la cire, à la base, ça ressemble à quoi ? Alors, la cire, à la base, ça ressemble à un peu comme du savon. Oui, c'est ça. Alors, t'as plusieurs... Enfin, Des t'as copeaux. différents...
Alors, tu as soit des copeaux où ça ressemble un peu à de la lessive dure, comme des copeaux de savon. Globalement, ça ressemble à du savon solide, mais soit tu l'achètes en copeaux, soit tu l'achètes en espèce de barre solide. Voilà. Ok. Alors, vous, c'est de la cire de soja qui est végétale. Ça veut dire quoi? Les autres cires, en plus, sont pas végétales. On peut avoir un petit cours sur la cire. Alors, il y a différentes trois types de cire. 3 types de cire différentes. Alors, vas-y, Fanny. Donc, on a 3 types de cire. On va faire assez simple, mais effectivement, on a la première cire qui est la cire qui était la plus utilisée, qui est la cire de paraffine, qui est une cire qui a été créée par l'homme, qui est une cire du coup issue du pétrole. Donc elle a été créée par l'homme parce que c'est la cire qui brûle le mieux et qui dure le plus longtemps. Par contre, elle est vraiment maîtrisée par l'homme et raffinée, donc c'est quelque chose qui a été créé pour la combustion. Voilà. Par contre, comme je l'ai dit, c'est une cire qui est issue du pétrole, donc c'est une cire qui est nocive et controversée. Aujourd'hui, la plupart des grandes maisons de bougies utilisent la cire de paraffine, à juste titre, parce que ce sont souvent des maisons qui existent depuis très longtemps, et que une des attentes des consommateurs il y a quelques années, c'était d'avoir une cire qui dure le plus longtemps possible. Et qui a un rendu olfactif, ça c'est aussi une différence avec la cire végétale, c'est que comme c'est une cire qui est parfaitement maîtrisée par l'homme pour optimiser tout le rendu d'une bougie, c'est-à-dire la combustion et le rendu olfactif, tu as aussi un rendu olfactif qui est maximal avec la paraffine. Et plus facile, effectivement, c'est plus facile de gérer le mélange d'un parfum avec une cire de paraffine qui va être plutôt neutre. Donc on va avoir un rendu qui est plus simple pour avoir le parfum comme on le souhaite. Après, on a 2 autres cires. Donc, on a les cires végétales. Donc, dans les cires végétales, on va avoir différents types de cires. On va avoir la cire de soja, la cire de coco, de colza. Et ce sont des cires qui, pour le coup, ne sont pas nocives et qui brûlent plus vite. Donc ça a été un choix, pas forcément un choix, parce que c'était une évidence pour nous, mais on l'explique à nos partenaires, à nos revendeurs, à nos clients, qu'aujourd'hui, entre une cire de paraffine et une cire végétale, la cire de végétale va durer moins longtemps. Après, c'est un choix. C'est un choix de naturalité qu'on a fait, et du coup, on a pris la contrainte qui allait avec. Et enfin, il y a une 3e cire. Et pardon, juste je rajoute sur la cire végétale, il y a aussi, par rapport au rendu olfactif toujours, une cire végétale va avoir plus d'odeur naturelle, contrairement à une paraffine qui a une odeur neutre. Et donc du coup, pareil, il y a une gestion de l'équilibre du parfum dans la cire végétale qui est complètement différente de la paraffine, puisque par nature, elle a une odeur. D'accord. Et la 3e cire, donc c'est la cire d'abeille. Enfin, la cire animale, ouais. Qui est du coup une cire naturelle, non toxique, qui va, elle, avoir une très forte complexité sur le rendu olfactif des parfums, puisque c'est la cire qui a le plus d'odeur naturellement, et qui a aussi une coloration qui peut, pour certains consommateurs, être un peu dérangeant. Donc, nous, on a fait le choix de partir sur une cire végétale, et donc, effectivement, on a aujourd'hui, chez Mamen, une cire de soja. Cire de soja. Donc, quelles sont les qualités de la cire de soja? Alors, en termes de rendu olfactif, c'est celle qui est le plus proche de la paraffine, puisque c'est celle qui a une odeur la plus neutre par rapport à d'autres. Et on l'a aussi utilisée puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais toutes les bougies Mamen sont des bougies parfumées rechargeables. Et ça a été un vrai challenge de développer des recharges pour nos contenants. Et la cire de soja était celle qui nous permettait de réaliser ces recharges. Parce qu'encore une fois, la paraffine aurait été plus facile pour le concept de recharge, mais du coup, en partant de la contrainte de vouloir avoir une cire naturelle, la cire de soja était celle qui se rapprochait le plus de toutes ces contraintes-là. Et quand vous dites « dure longtemps », si on prend la taille un peu classique d'une bougie parfumée, combien de temps dure une bougie en cire naturelle versus cire paraffine? C'est vraiment du simple au double? On va avoir 20 à 25% de temps en moins. Ouais. Pour vous, c'est beaucoup? Parce que moi, spontanément, je me dis, en fait, parfois, les bougies parfumées, je trouve qu'elles durent hyper longtemps. En fait, on peut les garder 3 mois, même plus longtemps. Oui, alors ça dépend des consommateurs. Ça va dépendre, effectivement, de la façon dont on les brûle. Il y a aussi tout un rituel à mettre autour de la combustion. En fait, il y a plein de choses. Tout dépend aussi du diamètre de ton contenant. Plus ton diamètre est large, plus tu dois mettre de mèches. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte.
Mais c'est vrai que nous, on s'est aussi dit qu'une bougie, c'est pas fait pour durer 10 heures. Chez Mamen, on a vraiment pensé le contenant pour qu'une fois que la piscine soit formée, c'est-à-dire que la surface tout au-dessus soit liquide, tu as le rendu olfactif maximal. Donc ça sert à rien de la faire brûler des heures et des heures. Une fois que ta surface est complètement liquide, tu peux l'éteindre et là, tu as le rendu olfactif le plus intéressant et ça va parfumer ta pièce pendant plusieurs heures. Et juste pour finaliser sur cette histoire de cire, quand on entend que les bougies d'intérieur peuvent être toxiques, c'est juste à cause de la cire, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ou il y a d'autres points ? Alors, il y a deux choses. Il y a de la combustion dans les bougies, donc c'est comme toute maison saine, il faut aérer son intérieur. Donc, ça fait partie vraiment des précautions d'usage. En fait, dans la bougie, ce qui est hyper important, c'est la qualité. Donc là, toutes les cires dont on t'a parlé, que ce soit dans la paraffine ou la cire de soja, il y a des qualités de cire. Tu as des paraffines qui sont très claires, très neutres, qui vont être de meilleure qualité qu'une paraffine bon marché. C'est pareil pour toutes les cires. En fait, tout ça, la qualité de la bougie, de tous les ingrédients que tu vas utiliser dans la bougie, donc que ce soit la cire, le parfum et la mèche, vont jouer sur la toxicité potentielle d'une bougie. C'est sûr que si tu fais brûler que des ingrédients qui ne sont pas bons, ce sera plus nocif pour ton intérieur que nos bougies qui sont clean. Après, ce qui est aussi hyper important dans l'usage d'une bougie, c'est que il faut bien les utiliser, c'est-à-dire qu'il faut aérer ton intérieur régulièrement, il ne faut pas faire brûler une bougie plus de 10 heures, mais ce qui est émis par une bougie quand la combustion est propre, c'est-à-dire quand tu n'as pas d'émission de suie, quand ta mèche est en coton comme nous, on parle de mini-particules qui n'ont absolument aucun impact nocif sur la santé et sur ton intérieur. Ok. Alors vous, qui fabrique ces bougies ? Enfin, pour l'instant, on en est sur la cire. Oui. Qui est-ce qui fait tout ce travail-là ? Alors, du coup, nous, pour dérouler un peu toute la façon dont on a pensé Mamen, on a voulu, avec Mamen, créer, comme tu l'as dit au départ, un objet de design parfumé. On est grande consommatrice de bougies. On se retrouvait toujours avec des contenants dont on ne savait pas quoi faire une fois qu'ils étaient terminés. En même temps, c'est souvent des objets qui ont une certaine valeur. Donc, tu ne veux pas les jeter. Mais finalement, quand on a eu 1, 2, 3, ils se ressemblent tous. Donc, tu les gardes, mais on ne peut pas appeler ça une collection. Donc, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. On doit créer un bel objet pour pouvoir le conserver et éventuellement le réutiliser. En fait, c'était tout le sujet. C'était de redonner de la valeur aux contenants qui n'en avaient pas jusqu'ici. Et du coup, d'en faire un objet que tu vas collectionner et que tu vas garder avec plaisir. Donc, c'était tout notre challenge. Et en ça, nous, on a travaillé ensemble, on en parlera peut-être plus tard, mais on a eu d'autres vies avant. Et on s'est toujours retrouvés sur une envie de créer des produits joyeux. On a travaillé dans des maisons où la couleur était au centre de tout. C'est notre façon d'être. Voilà, nous, on a envie que la vie soit légère et joyeuse. Et donc, Mamen, c'est shaping joy. C'est vraiment ce côté de façonner la joie. Et donc, en ça, quand tu déroules les choses, tu te dis, OK, tu dois être accompagné par des experts qui font bien les choses, des artisans qui ont un vrai savoir-faire. Et donc, c'est ce qu'on est allé chercher. On aurait pu aller trouver un céramiste on en a rencontré un qui était à la fois cirier et peut-être partir hors d'Europe. Enfin, on avait plein de possibilités. Nous, on s'était imposé de faire les choses bien. On a travaillé dans le luxe avant aussi, donc ça, on a le sens du détail. Et donc aujourd'hui, on est entouré, on est allé chercher le savoir-faire au Portugal pour la faïence, puisque le Portugal est connu pour les azuleros. Donc c'est là-bas que le savoir-faire de la faïence se trouve. Donc on travaille avec une manufacture qui nous produit nos contenants. On travaille avec un cirier qui, lui aussi, est au Portugal et travaille avec des grandes maisons, donc un véritable savoir-faire depuis 3 générations. Qui est vraiment à quelques kilomètres de chez notre céramiste et qui a la particularité d'être le fabricant officiel de tous les cierges religieux de la ville de Fatima, qui est une des plus grandes villes de pèlerinage d'Europe. Et donc, qui a vraiment ça, c'est de génération en génération. Et comment vous l'avez trouvé, d'ailleurs ? On est allé au Portugal et on a... Ça a été un long travail de recherche parce qu'on venait pas du tout de là. Enfin, on te racontera aussi, mais on venait pas du tout de là, de ce milieu-là. C'est parti d'une vraie envie de créer quelque chose qui ait du sens et quelque chose qu'on consommait nous-mêmes avant. Mais je veux dire, on n'avait jamais fait de bougie avant, donc on s'est formé, on a fait une formation de cirier, on a fait une formation de céramiste.
ce qui était hyper important pour nous, c'était de s'entourer, dans le cadre de ces formations, de gens qui étaient des experts, mais qui n'avaient pas d'intérêt à nous dire si notre projet était faisable ou pas. Parce que souvent, quand tu vas avoir des fabricants, tu viens avec un projet, et donc ils ont tout intérêt à te dire ça, je peux le faire ou pas, mais parce qu'ils savent que derrière, ils vont bosser avec toi. Là, l'idée de la formation, c'était de nous-mêmes devenir des experts et de derrière pouvoir challenger des gens dont c'est le métier, mais tout en sachant ce qui était possible ou pas, puisqu'on venait pas de là, donc il fallait tout apprendre. Alors, on s'est pris des portes, on a vu une dizaine de personnes qui nous ont dit « Jamais, vous n'arriverez pas, c'est trop compliqué, la recherche c'est complexe, les prix que vous attendez pour les mettre sur le marché aussi, puisqu'il faut évidemment se dire ok, le consommateur sera éventuellement capable de payer ce prix-là, donc on doit rentrer dans toutes ces contraintes-là. » Donc on a vu plein de gens qui nous ont dit « Pas possible, pas possible. » Pendant 1 an, on nous disait « Vous n'y arriverez pas. » Vous n'y arriverez pas. Et on a du coup rencontré ce céramiste et ce cirier qui aujourd'hui sont plus que des partenaires, parce que sur notre première production, c'était clairement pour eux une toute petite prod avec des contraintes techniques énormes. Et on a rencontré deux personnes, Georges et Pedro, qui ont eu envie, qui ont trouvé le projet hyper intéressant. Qui ont bossé aussi main dans la main, ce qui n'était pas évident aussi pour deux partenaires différents, de se dire qu'il y avait la contrainte de la céramique, où là, en fait, il y a plein de petits aspects qu'on a travaillé, notamment une paroi lisse à l'intérieur, alors que c'est strié à l'extérieur, pour permettre le concept de recharge. Donc il fallait vraiment que le céramiste inclue les contraintes de la recharge que le cirier allait challenger lui-même pour rendre le projet possible. Donc ils ont aussi vachement bossé main dans la main. Donc ça, c'était aussi une force dans le développement. Et aujourd'hui, donc, ce sont des partenaires qui ont, au départ, cru au projet en se disant on a envie de faire partie de cette aventure. Et pour chacun, se dire on va explorer des nouveautés, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais en même temps, c'est ce vers quoi on pense qu'il faut que le marché aille. Et donc, on a réussi à travailler avec ces deux beaux artisans. Et ça fait combien de temps ? 2 ans ? Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Ouais. Ou peut-être que vous pouvez nous dire, tant qu'on est un peu dans le sujet, comment vous êtes rencontrés ? À quel moment on se dit on lance une marque de bougies ? Alors écoute, on s'est rencontrés il y a quoi ? un peu plus de 10 ans. Ouais. Dans notre dernière entreprise dans laquelle on a travaillé ensemble pendant 7 ans. Fanny, quand on est parti, était directrice générale de la marque et moi, j'étais directrice de collection. On a toujours... on s'est toujours très bien entendus. On a toujours travaillé en binôme sur plein de sujets. Enfin, c'est confirmé maintenant, mais à l'époque, on sentait qu'on avait la même appétence esthétique, le même sens du produit. On allait souvent dans la même direction sur les choix. Et donc voilà, on a toujours pris beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a quitté la marque pour laquelle on travaillait 1 mois avant le Covid, à peine. Donc on s'est retrouvés chacune confinées de notre côté. Et sortie du Covid, moi, pour le coup, je suis rentrée chez moi. J'ai, comme je pense beaucoup de gens, eu envie de vider mon appartement et de repartir de zéro avec quelque chose d'un peu plus minimaliste. Et je me suis retrouvée à trier toutes les bougies que j'avais. Donc j'étais une grande consommatrice de bougies parfumées. J'en avais, je pense, pas loin d'une 30aine chez moi. Et de plein d'univers différents. Enfin, soit c'était des belles bougies que j'avais achetées parce que je les trouvais originales, colorées, mais je les faisais pas brûler parce que souvent c'était des bougies plutôt bon marché en termes de qualité de cire et de parfum. Donc je les mettais vraiment juste en exposition dans ma bibliothèque. Soit c'était des bougies que j'avais achetées plutôt chères, mais où pour le coup l'esthétique du contenant m'intéressait pas trop, mais je les faisais brûler et je les rachetais. Et je les ai brûlées, je les jetais, je les rachetais. Et en fait, quand je me suis retrouvée face à tous ces contenants et que j'ai dû faire le tri, je me suis un peu rendu compte du comportement d'achat que j'avais face à ça et qu'en fait, finalement, je prenais pas vraiment de plaisir à acheter les bougies que je faisais brûler et qu'il y avait aucune marque que j'ai achetée en appréciant autant l'esthétique que le parfum. Et en fait, dans la nuit, ça a cogité. Le lendemain, ma mère est née dans mon esprit et c'était évident qu'il fallait faire fallait faire un design qui soit un design coup de cœur avec un autre usage, repenser l'usage. Un peu comme un vase. Quand tu achètes un vase, tu prends le temps de le choisir dans ton intérieur. Et quand tes fleurs sont fanées, tu jettes pas le vase avec. Tu vois, tu rachètes juste le bouquet. Donc c'était un peu la même façon de réfléchir et de se dire on va repenser complètement l'objet de la bougie parfumée.
Et très vite, on s'est retrouvés post-confinement, le premier été, on s'est retrouvés toutes les deux. Donc, on était restés très amis après le départ. Et j'ai parlé de Mamène, qui était encore les prémices de ma pensée. J'ai parlé de Mamène avec Fanny. Et à la fin du dîner, elle m'appelle, elle me dit en fait, Jo, c'est avec moi que tu dois créer Mamène. Enfin, c'est notre projet à toutes les deux, il faut qu'on y aille ensemble. Et voilà, et en fait, ça a été finalement assez naturel, alors que je me souviens très bien quand j'ai raccroché de ce coup de fil, ça me paraissait évident humainement qu'il y avait un truc, que c'était avec Fanny que je devais le faire, et en même temps, de manière très cartésienne, on avait finalement sur le papier plutôt les mêmes compétences, parce qu'on venait, on venait des mêmes études, on avait la même appétence pour le produit, on était, on avait fait les mêmes métiers. Postes, et donc on disait, est-ce qu'on est vraiment complémentaires, est-ce qu'en fait on va pas se marcher chacune sur nos plates-bandes et tout. Donc c'est vrai que sur l'instant, je me suis dit, bon, en même temps, humainement, j'ai envie que ce soit elle, et en même temps, est-ce que c'est la bonne personne? Et on s'est dit, on va commencer à bosser ensemble. Et au bout de à peine quelques jours, ça a été une évidence, même dans le boulot, on se fait entièrement confiance, et je pense que dans la collaboration, dans l'association, c'est hyper important, parce que quand tu bosses avec des gens que tu connais, ça peut être cata ou génial, mais quand tu as une confiance dans la personne, que tu sais ce qu'elle vaut, et tu connais je parle pour moi, ses défauts, du coup tout est simple, facile, quand il peut y avoir des colères ou des agacements ou des choses comme ça, on se parle connaît toutes les deux, et du coup on rentre jamais en frontal parce qu'on sait exactement comment on fonctionne, et donc ça c'est vrai que c'est essentiel. Dans une association, c'est... Dans une association, voilà. Après, moi j'ai jamais eu j'en parle parce que je me dis que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Moi j'ai jamais eu envie d'entreprendre. Ça a jamais été moi, je voulais une grosse carrière dans des gros groupes. C'est un peu ce que j'ai fait. Alors qu'à la différence de moi, j'ai fini mes études avec un master entrepreneuriat à l'ESCP, où j'ai rencontré d'ailleurs mon mari, qui est lui-même entrepreneur. Donc moi, je savais pertinemment que si je quittais la boîte où on était avant ensemble, c'était pour entreprendre. C'était une évidence, la question se posait pas. Mais moi, pas du tout. Et donc, dans mes postes de direction, j'ai eu la chance d'avoir des coachs... Et un d'entre eux m'avait dit, en fait, Fanny, toi, il faudrait que tu entreprennes. Je lui ai dit, mais pas du tout. T'es complètement à côté de la plaque. Non, jamais, quoi. Et finalement, quand Jo m'a parlé de ce projet-là, c'est drôle parce que... Ça t'a animée direct. Ça m'a animée. Et puis, bon... je suis assez cartésienne. Je me suis assez vite dit... qu'il y avait beaucoup de green flag dans ce projet-là. Et puis, surtout, de me dire, en plus avec elle, go, il faut y aller, quoi. Mais c'est un risque financier aussi, quand même. Si tu avais des gros postes, tu t'es pas posé la question, quelle place ça a, ce sujet, quand on se lance et qu'on sort d'un grand groupe pour lancer une petite marque à un moment donné. Non, mais toutes les grandes marques sont nées petites marques. Bien sûr, il faut toujours commencer pour grandir. Mais non, évidemment, en plus, encore plus à nos âges. C'est-à-dire qu'on n'a pas monté Mamène à 25 ans, sortie d'école, où finalement, tu as peu de besoins, pas de famille. On s'est quand même retrouvés deux femmes à 35 et 37 ans respectivement, et à se dire, ok, on se lance dans le grand bain de l'entrepreneuriat, on quitte nos beaux salaires de boîte et on va dans l'inconnu. Alors après, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y avait eu la partie Covid, et pourquoi on est parti de la société dans laquelle on était, c'est parce que notre mission, c'était de la vendre à de nouveaux actionnaires. Donc c'était aussi une mission... On n'était pas parti de la société, où on avait accompli une mission. Donc il y avait cette étape-là, il y a eu le Covid, donc c'est aussi, on sait tous ce que ça a fait sur nos cerveaux. Recherche du sens. La recherche du sens. Et la troisième chose, et ça il faut le dire, on a aussi des maris qui nous ont accompagnés sur ce projet-là. Il n'y a pas eu une injection d'argent, mais en tout cas, on a des gens derrière on a nos maris qui nous ont soutenus au quotidien. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est sûr. C'est évidemment pas neutre dans la création d'une entreprise. Ce soutien financier quand tu as des enfants,
Oui, et ben tu sais, je le souligne aussi parce que tu es la première en 5 ans qui évoque ce sujet qui est pour moi un énorme sujet parce que je reçois plein d'entrepreneurs, j'en rencontre plein. Et tu as quand même 2 types d'entrepreneurs. Tu as l'entrepreneur qui se lance et qui doit quand même sortir très vite un salaire à la fin du mois. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui ne se lancent pas aussi. Oui. Et tu as aussi les entrepreneurs qui ont le soutien de leur mari qui fait que si un mois est plus difficile qu'un autre, il peut assurer les arrières. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est quand même bien de le dire et il n'y a pas de honte à ça. Et au contraire, c'est une chance. On n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas ce soutien. C'est une énorme chance et sans eux, ça n'aurait pas pu exister. Ça, c'est clair. Non, mais... On va être content de nous entendre. C'est clair. Moi, c'est quelque chose, quand j'écoute des podcasts ou autres, ou des réussites entrepreneuriales, c'est toujours quelque chose qui, comme tu le dis, souvent les gens ne le disent pas. Et t'as l'impression que il y a un peu de fausseté ou alors tu te dis tu sais, ce côté des réseaux sociaux où tu te dis toujours il est meilleur que moi, il est plus fort que moi. Enfin, en fait, il y a la réalité aussi des chances que tu as au début, que tu as dans ton panier pour pouvoir te lancer, quoi. Ouais, exactement. Et donc, une fois que vous avez eu l'idée, donc tu parlais d'une formation, comment vous êtes formés concrètement à tout ça ? Alors en fait, donc on a réfléchi ensemble à comment est-ce qu'on pouvait construire Mamène, aussi bien en termes de collection, de parfums. Donc on a essayé de poser un peu tous les sujets qu'on allait devoir aborder. Et ensuite, on est allé chercher la connaissance. Donc au final, c'est assez facile. Enfin, la recherche, c'est par Internet, mais... tu as fait une formation. Oui, voilà. Non, la recherche pour aller chercher la formation. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une formation de cirier dans le sud de la France, qui s'appelle l'école de la bougie, qui est une formation assez géniale pendant laquelle tu apprends sur la cire. Comment fabriquer une bougie, les différentes cires, toutes les normes qui sont autour de la bougie, parce qu'en fait, il faut savoir quand même que la bougie parfumée, enfin encore plus parfumée, c'est un produit qui est très normé. Donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc j'ai fait une formation pour comprendre vraiment tout la globalité de la cire et pour surtout valider l'idée que j'avais, à savoir de faire de la recharge avec de la cire végétale. Puisque les premières informations qu'on trouvait avant la formation, c'était que seule la paraffine pouvait le permettre. Pourquoi ? Parce que la paraffine se décolle facilement, enfin, toutes les choses que tu maîtrises dans la paraffine. Donc le premier sujet, c'était d'aller vraiment chercher la connaissance de la cire. Ensuite, on s'est dit... Pour redonner de la valeur au contenant, on veut que ce soit une matière noble. On avait une vraie appétence à la céramique. Moi, j'avais ma belle-sœur qui faisait beaucoup de céramique, donc il y avait vraiment cet amour de la matière et de la terre qui faisait sens aussi dans le fait de redonner de la valeur à un objet avec quelque chose qui est naturel. Donc pareil, on s'est formé à la céramique. Donc l'idée, c'était de comprendre aussi comment est-ce qu'on travaillait cette matière et de savoir, ce que je te disais tout à l'heure, si les contraintes techniques qu'on avait en tête pour notre concept de recharge étaient possibles avec cette matière-là. Donc on a rencontré plein de gens, on a challengé notre projet, donc on dessinait au fur et à mesure qu'on avançait, et de nos connaissances. Et donc voilà, donc on est allé vraiment chercher l'information auprès de formations, de gens qui nous ont instruits sur des choses qu'on ne connaissait pas. Ensuite, sur le parfum, pareil, on connaissait pas grand-chose sur le parfum, donc on a eu la chance, ça a été une de nos premières rencontres qu'on avait faites, de rencontrer des parfumeuses. Donc, c'est un studio de création de parfums à Paris qui s'appelle Flair, et c'est 2 parfumeuses issues de très grandes maisons qui ont décidé de créer leur entité de création. Et avec elles, en fait, on a posé le projet à plat et on leur a dit, est-ce que vous êtes capable de nous accompagner sur... la création vraiment de parfums équilibrés. On avait un cahier des charges qu'on avait posé, on voulait des parfums hyper subtils, on voulait un peu réinventer les différents parfums qu'on peut trouver aujourd'hui, qui sont pour la plupart des monosenteurs. Nous, on voulait vraiment des compositions olfactives, donc on a travaillé avec elles sur nos envies, elles nous ont appris beaucoup de choses sur les familles olfactives, sur les essences naturelles, les essences de synthèse. Enfin, on a appris avec elles tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qu'on avait en tête par rapport aux parfums qu'on imaginait. Et encore une fois, c'est une rencontre. C'est-à-dire que ces 2 personnes, ce sont 2 femmes qui, quand on fait nos réunions de collection, on rigole beaucoup. On peut se dire qu'on va être dans une précision extrême, qu'on doit... dans les briefs, essayer de donner le moindre détail, mais finalement, avec cette rencontre-là, quand on se parle, on finit les phrases les unes des autres, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de retours ultra positifs sur nos parfums.
c'est qu'on a quelque chose de vrai, en fait, une espèce de truc hyper sincère. Ouais, et puis finalement, assez simple aussi. On n'est pas allé chercher des parfums complètement barrés ou très très pointus. On avait envie de choses que tout le monde a envie de sentir, donc ce côté un peu consensuel, tout en ayant la recherche de la perfection, de la signature Mamen. Mais voilà, en travaillant chaque famille olfactive de manière indépendante, mais réfléchie et pas complètement disproportionnée, quoi. Ouais. Oui, donc il y a, ce que je comprends, il y a donc, on a parlé de la cire, la fabrication donc de la bougie, il y a le contenant et donc le parfum. Le parfum. Ouais. Et comment on crée un parfum pour une bougie? C'est différent d'un parfum tout court qu'on se met sur la peau? C'est comment on crée une odeur. D'ailleurs, attendez, grande question que je m'étais notée. Quelle différence entre parfum, senteur, essence? C'est la même chose ou rien à voir? Alors attends. Il y a 15 questions dans une question. Bon courage. Alors attends, déjà... Non, déjà les mots là, tu vois. Parfum, senteur. Alors les mots, le parfum, c'est... si je dis pas de bêtises, le parfum, c'est la composition. C'est-à-dire en fait un peu le produit final, quoi. D'accord. La senteur, c'est plus le rendu olfactif de ce que tu vas ressentir. Ça fait plus référence au sens, quoi. Et l'essence, c'est plus plus l'élément, le composant. Donc en fait, pour moi, un parfum est composé de plusieurs essences avec des senteurs différentes. Tu vois, si on devait résumer en utilisant ces 3 mots. Après, comment on fabrique un parfum? Alors déjà, il y a... Si on doit faire un tout petit cours de 2 secondes, comme on a fait sur la cire, dans la bougie parfumée, tu as 2 manières de travailler un parfum. Soit tu vas acheter des parfums, ce qu'on appelle des parfums de marché, qui sont des parfums qui ont déjà été conçus par des gens, qui sont disponibles en produit fini. C'est un parfum fini que tu achètes. Chaque parfum, comme tout est normé, tu as des fiches de sécurité qui sont données avec. C'est des parfums qui ont des prix plutôt accessibles, mais qui sont des choses sur lesquelles toi tu n'as pas d'impact sur la réflexion et la composition. Et ensuite tu as le choix de faire ce que font le travail des parfumeurs pour des parfums de peau, où c'est vraiment tu vas réfléchir ton parfum avec des notes de tête, des notes de fond, des notes de cœur, où tu vas vraiment réfléchir à une composition plus complexe. Tu vas donner tes envies et tu vas le créer de zéro. Et nous, c'était notre volonté, c'était d'avoir un parfum signature, donc qu'on pense nous-mêmes avec nos parfumeuses. Donc tu as vraiment ces deux trucs différents. Évidemment, le prix est différent quand tu fais du sur-mesure ou quand tu achètes des trucs sur le marché dispo. Et c'est pour ça que nous, c'était hyper important d'aller travailler avec des parfumeuses qui, elles, ont l'habitude de concevoir beaucoup de parfums de niche, donc qui sont très subtils dans leurs assortiments de senteurs. Parce que du coup, un parfum, comment ça se passe? Nous, ça a été assez simple. On est arrivé avec des envies. Donc par exemple, si c'est très concret, on voudrait un parfum végétal. Donc un parfum végétal, donc la famille olfactive, ça va être végétal. Et dans le parfum végétal, tu vas plutôt retrouver des notes vertes. Et dans les notes vertes, tu as plein d'essences différentes qui vont te donner cette sensation de sentir quelque chose de vert, quoi, comme si tu étais dans un champ ou des plantes aromatiques, enfin voilà, tout ce qui fait référence au vert. Et donc de là, on va réfléchir à des ensembles qui vont créer une composition. Et donc voilà, et après, c'est la magie des parfumeuses, c'est de se dire, pour avoir un parfum végétal qui fasse référence à la Méditerranée ou... On va donner effectivement des... Alors, nous, on est partis au tout début, on voulait créer un parfum signature Mamen. Tout est parti de là. On s'est dit, on veut se mettre d'accord. On n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes sensibilités dans les bougies, même pas du tout. On s'est dit, il faut qu'on arrive à en créer un. Et à partir de ça... on va aller chercher les familles olfactives complémentaires. Donc, on a créé Simone, qui est notre best-seller incontesté. Donc, c'est quand même assez chouette. Parce que c'est celui qu'on a pensé comme signature. Voilà. Et c'est celui qui est... Mais juste petite parenthèse, tous nos parfums portent le nom de personnalités qui ont marqué l'histoire. Donc Simone, c'est pour Simone Veil, et c'est à chaque fois des personnalités qui ont marqué l'histoire, mais qui partagent des valeurs qu'on partage aussi, dont on s'est inspiré, et voilà. Donc on est parti de Simone, qui est un univers ambré, et après on est allé chercher les familles pour compléter l'offre. Donc on a travaillé une senteur végétale, une senteur fleurie, une senteur boisée. Voilà. Donc à partir de Simone, qui était notre socle,
qu'on a vraiment travaillé pendant presque une année. Les filles, les parfumeuses avaient du coup entièrement compris quelle était notre signature, je le répète. Et donc, elles sont allées décupler dans des univers végétaux et autres, comme je l'ai dit, à partir de cette signature. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a nos 7 parfums. Et elle les crée à partir de quoi ? D'essence. En fait, c'est plein de petites bouteilles, plein de petites fioles de laboratoire dans lesquelles elles ont des essences pures. Alors, tu as soit des essences naturelles, soit des essences de synthèse. Et en fait, c'est un savant mélange de parfois 30 essences différentes qui vont créer ton parfum final. Et en fait, elles, c'est vraiment de la chimie olfactive, c'est-à-dire qu'elles vont faire des mélanges. Alors parfois, elles nous ont fait sentir des trucs juste pour rigoler, mais des ratés. C'est un peu comme la cuisine, en fait. C'est comment est-ce que tu vas mélanger des saveurs dans la cuisine pour faire un plat incroyable ? Et ben dans la parfumerie, c'est pareil. T'as des saveurs qui vont parfaitement s'entremêler les unes avec les autres et qui vont créer un parfum. Donc elles font ça dans un labo ? Oui. Et après, parce que je crois qu'il y a une histoire de Grasse, qu'est-ce qui se passe à Grasse ? Donc à Grasse, après, les essences sont achetées à Grasse et sont assemblées pour la production en plus grande quantité. Elles ont vraiment un atelier de création à Paris où on crée le parfum et ensuite il est fabriqué à Grasse. Donc elles sont, on entend souvent le mot nez, elles sont nées ? Oui, tout à fait. Tout à fait. La fille qui n'y connaît rien. mais je suis pas seule, donc tu sais, je mets un peu les pieds dans le plat. Et juste pour terminer sur ce petit cours qui est quand même assez intéressant, on entend souvent donc les termes végétal, musqué, ambré, floral, boisé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur chacune ? Effectivement, ça fait référence aux familles olfactives. Donc, tu vas avoir des familles olfactives végétales qui vont plutôt être sur des notes vertes. Donc, par exemple, nous, on a notre parfum Andy, dans lequel tu vas retrouver de la feuille de figuier, du romarin, de la bergamote, où tu as vraiment l'impression de rentrer chez un fleuriste qui vient de couper 1 milliard de tiges, tellement ça sent vraiment la végétation. On a le parfum Frida, qui est un parfum vert aussi, mais dans lesquels on a aussi joué les notes aromatiques. Donc, tu vas avoir... du citron vert, de la menthe poivrée, des baies de genièvre, du concombre, donc voilà, quelque chose d'assez léger. À l'inverse, tu vas avoir des parfums ambrés qui sont des parfums un peu plus enveloppants, un peu plus ronds, dans lesquels tu vas retrouver du coup des notes ambrées, mais nous dans laquelle on a joué par exemple pour Simone une note sucrée mais assez douce, parce qu'on n'est pas hyper fan des notes très sucrées, donc ça faisait partie des choses qu'on a vraiment challengé, où on a joué de la cardamone, parce que tu as un côté épicé, donc tu as le côté réconfortant de la cardamone tout en ayant le pic de l'épice. Voilà, et en fait en fonction des essences que tu vas travailler, tu vas avoir une famille olfactive qui va ressortir, qui va être vraiment ce que tu ressens en note de tête quand tu vas sentir un parfum. Ok. Je crois que j'ai bien tout compris. On n'a pas assez parlé juste de la recharge, parce que c'est quand même un point fort chez vous. Donc, est-ce qu'on peut... Ça veut dire quoi, une bougie rechargeable ? Alors, une bougie rechargeable, donc nous, dans ce concept-là, ce que je te disais au début, c'était de pouvoir garder le contenant et de pouvoir profiter à nouveau de ta bougie. Par contre, on s'était mis une contrainte, on n'avait pas envie de faire de la cuisine, c'est-à-dire que les perles que l'on met, tenir la mèche, enfin voilà. Donc dans notre quotidien, c'est pas forcément le genre d'expérience que l'on trouve très agréable. On voulait vraiment quelque chose de très simple et de propre. C'est une des questions que nous posent les clients quand on dit ok, mais du coup rechargeable, faut que je mette, je fais fondre dans ma casserole, ma cire, non pas du tout. Donc on a travaillé une composition, la cire que l'on a aujourd'hui et l'intérieur du contenant. Donc une fois que vous avez fini de brûler la bougie, il suffit de placer l'élément en faïence au réfrigérateur ou au congélateur. Avec le froid et le choc de température, la cire végétale va se rétracter, elle va se décoller des parois de la faïence. Vous allez retourner votre pièce, vous allez avoir un fin pain de cire qui va se décoller. Vous pouvez le jeter, et avec une recharge prémoulée à la taille de l'objet, comme un pain de savon, avec les mèches intégrées à l'intérieur, vous le replacez à l'intérieur et vous pouvez réutiliser vos pièces. Tu vois, ça c'est par exemple un des premiers tips qu'on m'a donné quand je suis arrivée en formation de cirier, c'est que moi jusqu'ici, je nettoyais mes contenants avec de l'eau bouillante.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cire, c'est une matière huileuse et que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc en fait, quand tu fais ça, tu te retrouves avec une espèce de composition pleine d'huile. Déjà, tu peux boucher tes canalisations. Enfin bon, bref, c'est vraiment pas la bonne méthode pour le faire. Et donc du coup, nous, on a vraiment optimisé notre composition de cire pour que le vrai tips du vrai cirier, à savoir refroidir la cire, soit le plus intéressant. Ok. Il y a aussi, je reviens juste sur le contenant, finalement, vous avez une identité qui est assez forte parce que vous avez c'est pas une, si on dit une bougie, une forme de bougie, en fait, qui se décline, un modèle, pardon, évidemment, qui se décline en plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Ouais. C'est un choix de rester sur un seul modèle. Ouais, en fait, on s'est inspiré des lampes champignons des années 70 qui, pour nous, sont une vraie signature design. C'est pour la plupart des lampes emblématiques qui traversent le temps. Et c'était vraiment la signature qu'on voulait pour notre design. C'était quelque chose d'intemporel. Et en fait, on est parti de notre premier dessin qui était la lampe. Donc, c'est notre plus grand modèle qui fait 1 kg de cire. Et donc, on l'a vraiment dessiné comme une pièce design. Et de cette forme-là, on s'est amusé à jouer avec les tailles, en homothétie ou pas. On a vraiment décliné de ce modèle-là différentes tailles pour créer une collection, s'amuser avec les couleurs, les hauteurs, les volumes, mais tout est parti de ce même dessin-là avec ces dimensions-là. Ouais, et c'est important d'avoir cette identité de marque. C'est important d'avoir cette identité de marque. Ouais. C'est aussi ces signatures, et il y a ce côté, dès le début, on disait voilà, on consomme quand même pas mal de bougies. Avec les nôtres, on peut les recharger, mais on a aussi cet univers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos bougies fonctionnent super bien en duo, en trio. Et il faut qu'il y ait une harmonie et effectivement cette signature de marque que l'on recherche tous, mais qu'on a travaillé autant dans le parfum que effectivement dans le design aujourd'hui. Ouais, et il y a un vrai sujet couleur aussi qu'on n'a pas encore abordé. Ce sont des couleurs subtiles dans l'air du temps. Ça aussi, c'est travaillé. Je crois qu'il y a 11 teintes. Alors on en a plus même maintenant parce que depuis qu'on a lancé nos 3 nouveaux parfums, on a rajouté 6 couleurs. Donc on a 17 coloris au total. Alors c'est ça pareil, on venait de là avec Fanny, on venait du produit, donc pour nous la réflexion de la couleur a été très longue aussi. On a pris plus d'1 an à développer tous nos coloris parce que en fait quand tu travailles la céramique, la couleur de la céramique, tu travailles ce qu'on appelle l'émail et bah, c'est un peu comme pour le parfum, tu peux avoir avec les mêmes pigments des couleurs totalement différentes en fonction de l'équilibre que tu donnes. Et donc, trouver la couleur parfaite pour nous, c'était hyper important parce qu'on voulait des couleurs hyper justes qui traversent le temps, voilà, et qui dans notre réflexion, devaient aller dans tous les intérieurs. Donc, on a vraiment pensé une gamme chromatique complète qui répondent aussi bien à des gens qui aient envie de couleurs un peu neutres, qui ont dans leurs intérieurs plutôt du bois, du marbre. Donc l'idée c'était vraiment, par exemple le Bordeaux ou le kaki que tu as devant toi, c'est des coloris assez doux qui se mélangent facilement dans tous les intérieurs, où le kaki va se mélanger avec de la végétation. Et à l'inverse, on voulait aussi s'éclater sur des couleurs très intenses, ce qui a été aussi un de nos challenges de départ, parce qu'en fait la faïence nous le permet, ce qui n'est pas le cas de toutes les matières. Donc on s'est amusé à faire des clins d'œil, par exemple à retravailler le orange des années 70 en clin d'œil à notre inspiration des lampes champignons. Donc pareil, la teinte de orange c'était très particulier, donc il fallait prendre le temps de la travailler. On a le bleu cobalt qui est un bleu inspiré du bleu clin, où on a vraiment pris le temps de trouver la bonne teinte parce que le bleu c'est hyper compliqué à trouver. Le jaune, enfin voilà, l'idée c'était de faire vivre ensemble des couleurs assez neutres et très pop. Et nos 2 best-sellers sont le bleu clin et le vert de gris. Donc on a effectivement on a à la fois une couleur très forte et une couleur beaucoup plus douce qui font partie de nos meilleures ventes. Ah, c'est drôle. J'en reviens pour terminer sur tout l'aspect entrepreneurial. Vous parliez à vos débuts de beaucoup de portes fermées. En même temps, on a pu, vous nous avez partagé votre duo, votre complicité. Et c'est une marque qui est assez joyeuse. Donc c'est un joyeux mix and match de plein de choses. Quel est le bilan pour vous de ces 2 premières années ?
Eh ben, écoute, c'est un bilan ultra positif. Aujourd'hui, on a 70 points de vente ouverts. Notre réseau de distribution sont des magasins de design très haut de gamme ou des magasins de prêt-à-porter haut de gamme. On est rentré dans des endroits où la bougie n'était pas forcément. Certains magasins de prêt-à-porter aujourd'hui s'ouvrent à la décoration pour avoir une offre complémentaire. Et dans les magasins de design très haut de gamme, en général, ils ont peu de petits objets. Donc on a réussi à se faire une place dans ces endroits-là où aujourd'hui on a peu de concurrence. On a eu plein de très beaux, très belles réussites et très belles rencontres. On a fait notre lancement au Bon Marché. Ça a été 4 mois incroyables et on a continué avec eux par la suite. On a, comme tu dis, fait toutes ces rencontres d'experts qui nous ont enrichis au quotidien. Oui, parce que c'est ça aussi la difficulté de l'entrepreneuriat. Et encore plus, là je rebondis sur le bilan de l'association, c'est qu'on s'est fait confiance sur l'humain dès le départ et qu'on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure de notre quotidien qu'on avait des appétences très différentes sur des sujets et que finalement la répartition des rôles dans notre quotidien s'est faite assez naturellement en fonction de choses qu'on n'avait pas forcément anticipées puisqu'on avait l'impression d'être très similaires. En fait, on est beaucoup plus complémentaires que ce qu'on pensait. Donc le bilan sur l'association est quand même aussi ultra positif. Quelle est la répartition des rôles, par exemple ? Parce que oui, il y a un peu de création, il y a un peu de technique, il y a de la commercialisation, beaucoup, j'imagine. Il y a, comme dans toutes les entreprises, on va avoir effectivement un côté un peu plus créa et un côté un peu plus financier, commercial. Hein. Quand on crée quelque chose, on travaille tout ensemble. Enfin, voilà, c'est définir un produit, monter une collection, décider des coloris, des parfums. Voilà, ça, on le fait en binôme. Et tout ça, on le fait aussi grâce, et ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du tout début, mais grâce à un designer industriel qui nous accompagne depuis le tout début et qui est rentré, qui est avec nous maintenant dans le projet, qui s'appelle Oscar, et qui nous a permis de rendre tout ça possible, parce qu'en fait, faut aussi se dire qu'il fallait modéliser et concevoir toute la technicité du produit. Et ça, c'est grâce à lui qu'on a pu faire tout ça. Parce qu'effectivement, toutes nos pièces sont faites à la main. Donc, il fallait réussir à industrialiser un produit artisanal pour pouvoir répondre à notre concept de recharge. Et effectivement, Oscar nous accompagne sur toute la technicité. Et sans lui aussi, on n'en serait pas là. Ah, ça, c'est clair. Et vous voyez où dans 10 ans ? Quelle ambition, quelle vision, quelle ambition vous avez pour cette marque ? Alors déjà, c'est une vraie question qu'on s'est posée au tout début quand on a réfléchi au socle de Mamen et c'était de se dire c'est quoi en fait Mamen aujourd'hui. La première collection, c'est la collection, ce qu'on appelle nous la collection Genèse, qui est faite des modèles que tu vois. Mais effectivement, de se dire c'est quoi Mamen dans 10 ans. On a vraiment envie de repenser l'objet parfumé à travers plein de choses différentes, mais pour nous, l'idée, c'est vraiment de créer des beaux objets bien pensés, bien faits et parfumants. Donc voilà, on ne sait pas exactement ce que la vie nous réserve, mais là on travaille sur des jolies nouveautés qui vont dans ce sens. Après, encore une fois, la vie est faite la vie entrepreneuriale est faite de rencontres, donc on se nourrit chaque jour de tout ce qu'on apprend et ça nous donne plein d'idées aussi. Vous êtes je disais quand même une marque engagée là sur tous les aspects qu'on a pu voir. C'est une conviction personnelle ou vous sentez que aujourd'hui, quand on est une jeune marque, on a quand même intérêt à se positionner dans ce camp-là ? Je pense qu'il y a un peu des deux. On n'est pas extrême sur ces sujets dans notre quotidien. On y est sensible et comme on te l'a expliqué, ça vient vraiment d'un constat de consommatrice de Mamen, c'était de se dire en fait je peux plus consommer comme ça. Évidemment que le marché attend des réponses comme celle-ci aussi. Donc oui, on est sensible à ça dans une dimension mesurée. Mais pour nous, c'est essentiel de se positionner dans ce sens et d'être une marque responsable demain. Ouais. Ça veut dire quoi Mamen ? Alors Mamen, ça vient de My Men,
Et en anglais, c'est un mot que tu utilises pour parler de ton meilleur ami, ton compagnon de vie. Et en fait, pareil, nous, ça posait les valeurs de ma man sur le côté fidélité, durabilité. En fait, quand tu dis « j'étais avec my man », c'est que tu parles de quelqu'un qui t'accompagnera tout le temps. Et ben, quand tu as ta mamen, c'est pour la vie aussi. Et la génération Z a francisé my man en l'écrivant mamen avec cet accent grave. Okay. Alors c'est utilisé aujourd'hui, c'est pas du tout notre cible. C'est ça qui nous plaisait aussi, c'est qu'on cassait les codes de la bougie parfumée aussi avec le nom. C'est-à-dire que c'est utilisé par des rappeurs et tu vois je me souviens d'une conversation au Bon Marché, on avait pas mal de clients en même temps sur le stand. Et on avait donc les jeunes enfants qui connaissaient, qui arrivaient, maman, donc qui connaissaient cette expression. Puis après, on a les générations du milieu qui ne connaissaient pas du tout. Et après, on avait les grands-mères qui, elles, connaissaient parce que leurs petits-enfants utilisaient cette expression. Donc, voilà. Ouais, bon, j'ai découvert encore quelque chose. Voilà, tu vois, tu pourras dire quoi que tes enfants, ils doivent pas connaître encore. Mais... Non, pas encore. On est, avant-dernière question, on est chez toi, Fanny, merci de nous accueillir. Quel est je demande toujours ça, je vois à peu près quel style de déco tu es. Vous êtes sensible à la déco? C'est quel style chez vous? On est très sensible à la déco, plutôt même passionné, mais on a des styles assez différents, puisque... Moi, je vais avoir plutôt une passion pour le mid-century, les années 70, les lampes champignons, c'est pas pour rien, j'en ai beaucoup chez moi. Mais les choses assez colorées et tout en rondeur. Alors, moi, on va se rejoindre quand même là-dessus, mais par exemple, je suis en train de rénover une vieille ferme au Pays Basque. Tout va être ultra minimaliste, en opposition avec... très moderne, en opposition avec la façade et une ferme qui a 200 ans. Mais par contre, il va y avoir des pièces Bauhaus par intermittence, une rambarde jaune fluo dans un univers de béton. Donc on va se retrouver sur cette touche mamen finalement. Alors avec un peu moins présente chez moi et plus présente chez Joe. Mais finalement, on se retrouve là-dessus. Ouais. Dernière question culte que tu connais, Johanna. Peut-être que tu connais aussi, c'est parce qu'on a discuté l'autre jour et qu'elle me disait qu'elle écoutait pas mal le podcast. Dernière question qui est si vous faites un dîner avec 6 personnalités, qu'elles soient connues ou pas, décédées ou pas, qui seraient-elles? Oh purée, je m'étais pas préparée à ça, moi. Écoute, ça va être un peu bateau, mais on va donner... citer nos parfums. Nos parfums. Donc, je dirais Andy Warhol pour la folie et la couleur. Ouais. Simone Veil, du coup, dont on parlait tout à l'heure, pour la condition féminine. Ça va être passionnant de discuter avec elle. On a Frida Kahlo, Yvon Chouinard, donc c'est un des parfums pour lequel on nous pose souvent la question mais qui est Yvon? Yvon Chouinard, c'est le fondateur de Patagonia, donc nous venant de la mode, c'est le premier à avoir travaillé une mode responsable, donc et engagé, ouais. Voilà, donc Yvon Chouinard. On a Marcel Proust, on a Jeanne pour Jeanne d'Arc. Donc cette force et cette résilience et Frida Kahlo qu'il faut avoir quand tu es entrepreneur. Et je pense qu'on est bon. Voilà. Bon, merci beaucoup les filles. J'ai appris plein de trucs. Pour la première fois, vraiment, parfois je pose des questions, mais j'ai un peu les réponses. Là, je les avais pas du tout. Donc c'est vraiment intéressant et c'est passionnant. C'est une trop belle aventure. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.